bonjour à tous. Le candidat du 7h ce mercredi, c'est Boris Chanksit. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On rappelle que vous êtes avocat de profession et élu d'opposition à la CTG. Avec votre remplaçante Patricia Torres, vous vous êtes qualifié au second tour de ces élections législatives anticipées avec 16,10% des suffrages exprimés, loin derrière le député Jean-Victor Castor qui lui a obtenu 62,78%. Une étape que vous avez passée de justesse, ça n'était pas le cas en 2022 puisque vous étiez arrivé en 3e position à quelques voix de votre concurrent. Cette fois, vous faites mieux en nombre de voix, soit près de 1000 voix supplémentaires. Alors comment vous analysez ces résultats cette fois ? Tout d'abord, permettez-moi d'adresser un salut amical à nos compatriotes de Saint-Georges qui vivent des moments très difficiles, qui ont subi une privation d'électricité pendant presque 2 jours, mais également d'eau. Hier, une équipe à moi est partie sur le terrain pour faire campagne. Nous avons eu la décence de stopper cette campagne parce que il y a encore eu un blackout hier entre 17h et 20h. Ce sont des situations qui sont indignes en 2024 sur le territoire de la République française et je voulais avoir une pensée pour eux comme premier mot. Pour le reste, vous l'avez rappelé, en effet, une amélioration à la fois en nombre de voix, mais également en pourcentage. C'est important parce que j'entends partout dire que notre candidature a fait moins bien qu'en 2022, ce qui est faux puisqu'on a fait plus de 1000 voix supplémentaires et on a gagné 2 points de participation sur notre bulletin. Donc c'est quelque chose qui est à noter. Vous l'avez dit également, une large avance pour le député sortant, mais qui doit être mise en corrélation avec également la large abstention que l'on a vue en Guyane. Au niveau national, 7 électeurs sur 10 sont allés voter. Ouais. Au niveau local, 3 sur 10 sont allés voter. C'est un ratio inverse. Il y en a Alors 7 c'est mieux sur quand même 10. que 2022. Oui, mais ça reste insuffisant. C'est une élection qui est importante. D'ailleurs, beaucoup y voient un enjeu national et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Oui, parce que pour moi, ça fait débat. Donc, remercier évidemment tous les électrices et les électeurs qui nous ont qualifiés pour ce second tour. Nous ne l'étions pas la dernière fois, ce qui veut dire que notre proposition a du sens et qu'elle a ses soutiens et ses électeurs. Alors si on regarde dans le détail, vous l'avez dit, vous faites mieux qu'en 2022 en pourcentage dans plusieurs communes comme à Cayenne, Matoury, sauf à Rivière-Montjoly et Camopi. Et Camopi, commune isolée de population Wayampi et Téco qui votent habituellement à droite, donc un parti qui a vu en tout cas vos débuts, donc en Guyane, ne serait pas justement là une sanction suite à votre vote contre la résolution relative à la représentation des peuples autochtones au Congrès des élus récemment? C'est possible. Vous savez, moi je ne prends pas des décisions politiques en fonction de ce que j'attends comme résultat électoral. Je défends des positions, d'idées qui me semblent justes et utiles pour le pays. Au cas particulier, il s'agissait de ne pas être d'accord avec le fait qu'une partie de la population puisse avoir ce qu'on appelle un avis conforme, c'est-à-dire un avis qui oblige les collectivités à suivre cet avis. Moi, je suis pour l'égalité de tous les citoyens sur le territoire et ce faisant, ça faisait une sorte d'avantage qui était difficile à expliquer par rapport au suffrage universel, notamment. Je donne un exemple très simple. S'il n'y a pas d'avis conforme pour que une école soit faite ou un collège soit fait sur un territoire donné, eh bien, le maire ne pourrait pas construire cette école. Donc, ce que je dis, c'est qu'il faut avoir leur avis, c'est évident, mais l'avis conforme qui est exceptionnel et très rare dans le droit de nos institutions, il ne fallait pas qu'il s'impose là. Certains l'ont soutenu avec beaucoup de populisme, je le dis, et pourquoi ? Parce qu'ils savaient très bien que le Conseil d'État allait certainement considérer que ce n'était pas possible de le faire puisque ça limitait la libre exercice des collectivités territoriales, mais par facilité électorale, se sont dit ça n'engage à rien de faire une promesse qui ne sera pas tenue, ça va bien nous faire voir, mais au final, on dupe finalement la population à se comporter de la sorte. Moi, je me refuse à faire du populisme. Je me refuse à dire des choses auxquelles je ne crois pas. Je me refuse de faire croire aux personnes qui nous écoutent et qui nous font confiance que je prends des positions qu'au fond de moi, je sais qu'elles ne sont pas valables et que surtout qu'elles ne sont pas tenables juridiquement. Donc, c'est une façon différente de faire de la politique. C'est pas la plus simple. Le plus simple, c'est le populisme. Le plus simple, c'est de faire des promesses qu'on sait qu'on ne pourra pas tenir. Mais je m'interdis de le faire. Avec un écart aussi important, on aurait pu imaginer un désistement, à l'instar de la maire de Saint-Laurent-du-Maroni, Sophie Charles, dans la 2e circonscription. Alors, pourquoi poursuivre le combat finalement, compte tenu d'un tel écart entre vous et Jean-Victor Castor? Alors, s'il a été question de cela, c'est pour les commentateurs. Pour Patricia Torres et moi-même, il n'en a jamais été question.
Et je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous vous engagez en politique, que vous défendez des idées, que vous essayez de convaincre des électrices et des électeurs de vous suivre, ils étaient plus de 3300 à nous faire confiance, on ne les abandonne pas au milieu du chemin. Une élection, c'est pas pour avoir un poste pour soi-même, c'est pour défendre des idées. Quand elles sont accompagnées par autant de suffrages, même si c'est avec un grand écart avec le premier, ça veut dire qu'il y a des personnes qui croient en notre positionnement, qui croient en ce que nous proposons. Et c'est pas parce qu'on n'est pas satisfait du résultat qu'on doit les abandonner. Ça voudrait dire qu'on fait de la politique que pour soi-même. Donc il n'était pas envisageable pour nous de laisser sur le bord de la route entre les deux tours les plus de 3300 personnes qui nous ont fait confiance. Par ailleurs, vous avez des gens qui, dans une campagne électorale, et c'est mon cas, puisque je ne suis investi par aucun parti politique, qui ont contribué par des dons à ma campagne. On ne peut pas les abandonner comme ça en leur disant finalement, il y a un risque que je ne sois pas élu, donc ça ne m'intéresse plus. C'est pas ça la politique. La politique, c'est défendre des idées, défendre des convictions et accompagner les gens qui vous ont fait confiance. Et je suis toujours là avec eux et j'espère qu'on sera encore plus nombreux entre les deux tours et donc dès ce samedi 6 juillet. Alors avant de venir sur vos propositions et votre idée politique de la Guyane, quel est votre état d'esprit? C'est quoi? C'est tous les votes comptent? Évidemment que tous les votes comptent. Surtout essayer d'aller... Parce qu'il va falloir justement combler cet écart. Oui, alors on sait très bien que la dissolution était totalement imprévue. Ce qui a valu qu'on ait une campagne très courte, ce qui est très difficile, puisqu'il y a 8 communes dans la circonscription. Il faut mobiliser des équipes, aller sur le terrain, lever des fonds, c'est en me concernant, parce que je n'ai pas de soutien de parti politique. Donc c'est très peu de temps pour s'organiser. C'est évidemment handicapant dans une campagne électorale, il faut le dire. Mais nous restons combatifs. Nous étions encore hier sur le terrain, nous y allons encore aujourd'hui. Jusqu'à jeudi minuit, nous ferons campagne. Parce que nous croyons en nos idées, nous croyons à ce que nous proposons est une bonne formule pour la Guyane, que la posture que je veux adopter, la stratégie que je veux mettre en place pour faire avancer les dossiers guyanais et pas simplement pour faire de la communication politique qui n'apporte rien, j'y crois fermement et jusqu'au bout je me battrai pour essayer de convaincre un maximum d'électrices et d'électeurs. Et vous savez, on a fait un ratio, tout le monde nous dit c'est quasiment insurmontable, 10 000 voix. Il y a 3300 personnes qui ont voté. Si elles arrivent à téléphoner, à appeler, à convaincre ne serait-ce que 3 personnes de leur entourage, eh bien nous pouvons gagner cette élection. Donc il faut rester mobilisés. Ceux qui croient en ma candidature et en celle de Patricia Torres doivent rester mobilisés pour le second tour. Pas question d'abandonner le combat. Et puis surtout aller convaincre d'autres personnes. C'est ça qui est important. Et au final, eh bien les urnes parleront. Et moi je l'ai toujours dit, je respecte les institutions et je respecterai le résultat quoi qu'il soit. Mais je garde la conviction qu'il est tout à fait possible d'inverser la situation. Alors juste un éclaircissement, vous dites ne pas avoir de soutien de parti politique, mais il me semblerait que... D'investiture, pas de soutien, d'investiture. D'accord. Pas d'investiture. D'accord, en fait, parce qu'il semblerait que Guyane Rassemblement vous soutient. Tout à fait, c'est une vraie question et j'ai l'occasion d'exposer un certain nombre de vérités dans cette émission. Être soutenu, ça n'est pas être investi. Quand vous êtes investi, vous vous affiliez à la préfecture, à un parti politique. Le parti politique en question reçoit de l'argent de la part de l'État parce que vous êtes son candidat. Pourquoi je n'ai pas demandé l'investiture de Guyane Rassemblement? Tout simplement parce que le sujet national était le seul point de désaccord qu'il y avait entre Guyane Rassemblement et moi-même, entre Rosendolph Alexandre notamment et moi-même. Pourquoi? Parce que en 2017, quand il s'est agi de soutenir la candidature de M. Macron, je n'étais pas favorable à ce soutien. Donc, je n'ai pas demandé ensuite, ce qui est logique, puisque c'est une élection nationale, l'élection de députés, je n'ai pas demandé l'investiture parce que sur ce point national, je suis en désaccord. Je n'ai jamais voté pour M. Macron, ni en 2017, ni en 2022. Je n'ai pas fait campagne pour M. Macron, ni en 2017, ni en 2022. Donc, il était logique que je ne demande pas l'investiture. C'est pour ça qu'on a ressenti un rapprochement moins fort cette fois-ci. Alors ça, c'est leur choix. En revanche, j'étais ravi de leur soutien. Puisque quand vous allez dans une élection, vous espérez avoir le soutien d'un maximum de personnes, puisque vous voulez avoir la majorité pour pouvoir être élu, pour pouvoir faire ce que vous avez envie de faire et proposer à la Guyane. Donc, je ne suis pas naïf. Je suis allé sur le terrain. Beaucoup de mes concurrents, et notamment le député sortant et ses équipes, n'ont eu de cesse de mentir à la population. On vous a catalogué de Macron compatible, même de macroniste, carrément, ou de Macron compatible, alors que c'est justement le point de désaccord qui a fait que je n'ai pas été investi par Guyane Rassemblement. Donc moi, je suis quelqu'un d'honnête et je ne vais pas faire de double discours. J'ai dit pendant la campagne que je n'avais pas voté Macron ni en 2017 ni en 2022, que je n'avais pas fait campagne, que je ne rejoindrais pas Renaissance.
Mais évidemment, il n'y a pas plus sourd que ceux qui ne veulent pas entendre. Et les ficelles politiciennes qui ont été utilisées, finalement, si on prend le temps d'analyse, c'est tromper ces électeurs. C'est tromper la population que de faire passer de faux messages. C'est une façon de faire de la politique que je n'aime pas. Parce que c'est pas comme ça qu'on arrive à finalement faire de la politique qui est un engagement au service de tous, quelque chose qui est noble. Et c'est aussi la raison pour laquelle beaucoup de personnes se désintéressent de la politique, parce que quand on est en campagne, on n'est pas obligé de mentir. On doit se défendre, on doit attaquer, mais on doit rester sur le fond et surtout avoir des positions qui ne sont pas l'inverse de la vérité. Ouais. Or là, quand on dit il ira chez M. Macron, il ira chez Renaissance, c'est un macroniste, il est un macroniste déguisé, on ment à la population parce que les faits le démontrent. Donc moi j'ai dit, si je suis élu, j'irai dans le groupe LIOT, Liberté, Indépendant, Outre-mer et Territoire, qui est un groupe parlementaire indépendant, qui a même voté des motions de censure contre le gouvernement de Mme Borne. Donc on ne peut pas faire plus clair que ça. Il n'y a pas beaucoup de macronistes qui votent des motions de censure. Donc je suis prêt à rejoindre un groupe politique qui a démontré dans son action politique qu'il était indépendant du gouvernement, par notamment un vote sur les motions de censure. Tout cela est vérifiable aujourd'hui grâce à Internet. Donc moi je dis à la population, quand vous avez entendu ce discours, parce que nombreux parmi vous ont entendu ce discours, posez-vous la question de savoir s'il faut faire confiance à quelqu'un qui ment. C'est pas qui défend une position, qui ment. Ce sont des mensonges. Voilà, j'espère que les choses sont claires. Mais j'aurai l'occasion d'en débattre avec M. Castor, lui poser la question de savoir s'il est prêt à dire, en se regardant dans les yeux, effectivement, vous êtes reçu tout à l'heure, dans quelques heures ou ce soir. Dans quelques heures, donc sur Radio Pays. Pour terminer avec les jeux politiques, très vite, le candidat RN-LR, Olivier Taoumi, a annoncé apporter son soutien à votre candidature, même si vous dites de ne pas discriminer ses électeurs, les électeurs d'Olivier Taoumi. Ce soutien-là est important pour vous, en sachant que ce candidat et sa remplaçante flirtent avec un parti national dont on connaît les valeurs. Alors, pour tout vous dire, j'ai appris cela alors que j'étais avec mon QG de campagne. On regardait les résultats du premier tour. On ne savait pas qui était qualifié entre Madame Goua et moi-même. Et on m'a dit que sur votre plateau... Oui, effectivement, dès la soirée électorale, dès la soirée électorale, il a annoncé... Il avait annoncé cela. Donc, c'était pour moi d'abord une surprise, puisque c'était pas prévu. On n'en avait pas discuté en amont. Alors, évidemment, moi, je ne peux que me réjouir que des personnes veuillent me soutenir. Monsieur Taoumi est un candidat, il a eu près de 1100 électeurs qui l'ont suivi. Je pense que s'il a fait ce choix, c'est que dans un deuxième tour, il n'y a plus que 2 candidats et on n'a pas d'autre choix que ces 2-là. Et qu'il a considéré qu'entre la candidature de M. Castor et moi-même, il privilégiait la position que je défendais. Oui, c'est son argumentation. Ben voilà, donc on ne peut pas le lui reprocher, on ne peut pas me le reprocher. C'est aussi ça la politique, c'est que quand il y a des élections, il faut faire des choix, il faut s'engager, il faut dire ce que l'on pense, surtout quand on a été candidat. Et d'ailleurs, certains disent qu'ils ne font pas de choix. C'est également un choix que de dire... C'est le cas d'Ivan Goua. Voilà, chacun fait ce qu'il a à faire. Vous savez, c'est pas quelque chose qui est concerté, où on se met d'accord. Chacun fait les choix qu'il estime pertinents et justes. C'était le choix de M. Taoumi. Ces électrices et ces électeurs, s'ils me font confiance par rapport à la candidature de M. Castor, s'ils pensent que ce que je propose est plus proche de leur sensibilité ou de leurs attentes, ils voteront pour moi. Mais vous savez, on n'est ni propriétaire de son propre électorat et encore moins de l'électorat des autres. Donc voilà. Et puis, je conclus, quand vous voulez être député, vous voulez rassembler un maximum de personnes autour de vous. Et ces personnes-là ont le droit de s'exprimer lors d'un second tour et c'est ce qu'elles vont faire. Voilà. Alors place maintenant au second tour, justement, second tour très rapide, express. Alors j'ai regardé votre programme, du moins vos propositions, puisqu'il ne s'agit pas de programme lors de ces élections-là, ainsi que votre meeting qui a eu lieu jeudi dernier chez Nana. Votre méthode sera de mener un travail législatif ferme, sans être systématiquement en confrontation avec l'État, notamment pour le développement économique endogène du territoire, l'évolution statutaire. Est-ce que depuis, il y a quelques ajustements ? Vous avez eu raison d'insister sur déjà la posture que je voudrais avoir, c'est-à-dire de la fermeté, mais aussi la stratégie nécessaire pour être en capacité de travailler avec l'État. Mais ça, on l'a déjà eu par le passé, et ça n'a pas forcément fonctionné. Peut-être qu'il manquait un peu de fermeté. En tout cas, moi, je veux allier les deux. Monsieur Castor est dans une position qui, lui, est j'allais dire, caricaturale. Il voit l'État comme un partenaire hostile, ce qui est d'ailleurs cohérent avec son parcours politique, issu du MDES, vocation indépendantiste. C'est pas une insulte que de le rappeler, c'est sa réalité politique. Et que quand vous avez ce positionnement-là, idéologique,
nécessairement, le gouvernement, à défaut de vous voir également comme de manière hostile, a une certaine défiance vis-à-vis de vous. Ce qui ne permet pas forcément de pouvoir travailler de manière concertée sur les besoins de la Guyane. Moi, je dis que l'idéologie, ça suffit, que les Guyanaises et les Guyanais ont besoin de résultats concrets. Ça suppose que le député puisse être en capacité d'avoir la stratégie suffisante pour se dire que taper toujours sur l'État, ça n'est pas quelque chose de productif. Ça, c'est vérifiable. Vérifiable pourquoi? Quand on regarde l'activité du député de M. Castor, on sait qu'il y a 0 question écrite au gouvernement. Les questions écrites, ce sont celles qui obligent le gouvernement, dans un délai de 2 mois, à apporter des réponses de fond. Il n'y a aucune proposition de loi spécifique à la Guyane, aucune co-signature de proposition de loi en faveur de la Guyane, et 8 questions orales, dont certaines ne concernent pas la Guyane, et une qui concerne la Nouvelle-Calédonie. Donc moi, ce que je dis, c'est que je propose une candidature qui va aller au-delà de la communication politique. Beaucoup disent, oui, M. Castor, c'est un soldat, il nous fait respecter. C'est de la forme, tout ça. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait aussi du fond. Parce que la forme, ça n'a jamais rien fait d'avancer. Quand vous avez mis la forme, vous avez fait que la moitié du chemin. Et moi, je veux que nous allions jusqu'au bout du chemin, c'est-à-dire aller dossier contre dossier, accompagner les filières économiques, par exemple, sur des sujets très précis. Je parlais du foncier. Oui. C'était un grand thème de M. Castor, le foncier, oui. Le foncier, le foncier. Sauf que, au-delà de ce principe-là, de rappeler qu'il faut nous rendre notre foncier et historiquement, tout ça, c'est intéressant parce qu'en effet, il faut du foncier. Il faut ensuite avoir ce travail technique pour considérer à un moment donné que si la SAFER ne peut pas se voir attribuer les 20 000 hectares que l'accord de Guyane lui a donné, c'est qu'il y a un verrou juridique qui relève du code forestier. Eh bien, le député technique, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de se contenter de dire le foncier, le foncier, le foncier, il va travailler avec le ministère compétent pour faire en sorte que ce verrou saute. Voilà la différence de méthode que je propose. C'est-à-dire avec quels outils législatifs? C'est juste un amendement qui supprime ou bien une suppression de ce verrou du code forestier. En tout cas, ça se négocie puisqu'il y a une logique à le faire. L'accord de Guyane le prévoit, l'outil est fait, il manque juste la courroie de transmission. C'est pas quelque chose d'idéologiquement difficile à obtenir, mais encore faut-il le travailler techniquement. Donc vous voyez, moi ce que je veux dire, et la population choisira, c'est que je suis convaincu, c'est pas que je pense, je suis convaincu que la posture, que le passé politique, que le positionnement historique de M. Castor dans l'indépendantisme ne nous mènera à rien. Parce que nous aurons un État qui va certes faire semblant d'écouter, mais qui ne donnera rien à la Guyane. Donc nos compatriotes y voient une fin en soi, en se disant on est respecté. Mais moi ce que je voudrais, c'est qu'au-delà du respect, on puisse avoir un bénéfice. Autrement que celui de la satisfaction de l'ego. Et puis vous avez aussi apporté de la clarté, notamment dans votre meeting concernant donc l'évolution statutaire, notamment aussi dans les différents débats et vos interventions. Vous avez apporté cette clarté. Vous avez même, il y a une phrase qui a retenu mon attention, c'est notamment vous disiez vous n'avez pas de leçon de guyanité à recevoir de personne. Oui, parce que le processus qui est enclenché depuis mars-avril 2017 où, comme vous, comme ma famille, comme mes enfants, nous avons tous marché, nous étions tous en union, et c'est ce qui a fait notre force d'ailleurs. Par la suite, les discussions, il faut quand même rappeler qu'au moment où le premier congrès décide d'aller vers un statut à la carte, ce que nous avons toujours dit, parce que nous n'étions pas pour le 74 en 2010, non pas parce que nous voulions pas d'autonomie, c'est parce que nous voulions 2 choses. La première chose, c'est qu'il y ait d'abord la fusion entre le conseil général et le conseil régional. Les gens l'oublient quand même. En fait, sans doute que les gens n'ont pas compris votre parcours sur cette question. Il est très simple. En 2010, on n'avait pas encore les outils pour que nous puissions avoir cette évolution statutaire. L'outil, c'est quoi? Le premier outil, c'est la collectivité majeure. Aujourd'hui, personne ne peut remettre en doute que la CTG, qui est la fusion du département de la région, est un outil institutionnel qui est beaucoup plus efficace que ne l'était le conseil général d'un côté et le conseil régional de l'autre. Cette fusion s'est faite entre 2010 et 2015. Aujourd'hui, en 2024, on sait que c'est un interlocuteur face à l'État qui a du poids. C'est une collectivité qui a du poids, qui a beaucoup de budget, qui a beaucoup d'agents. Et vous avez d'ailleurs travaillé sur la formation de la CTG avec M. Canavi. Avec M. Canavi du MDES. Exactement. Oui, je suis pas un idéologue, moi, monsieur. Moi, je veux travailler pour la Guyane et les Guyanais. Tous ceux qui sont de bonne volonté et qui contribuent à faire en sorte que les choses qui vont, me semble-t-il, dans le bon sens, ce sont mes alliés. Voilà, je peux pas être plus clair que ça. Et M. Canavi et moi-même avions cette mission-là.
et il a beau être du MDES, la mission me semblait utile au pays, on l'a menée ensemble sans aucune difficulté. Moi, je ne jette pas d'anathème sur les compatriotes. On a des idées différentes, mais quand il s'agit de travailler en commun et que l'idée commune me semble bonne, j'y vais à fond. Donc je disais... Et par la suite, donc Je disais, et finalement, aujourd'hui on nous dit oui, mais vous nous avez fait perdre du temps en 2010, sauf que il faut quand même garder à l'esprit qu'aujourd'hui, personne n'est pour le 74. Donc on n'a pas fait perdre de temps à qui que ce soit. Et qui ont, c'est 80% des Guyanais qui ont refusé le 74. C'est pas les élus de Guyane, c'est pas Rodolphe Alexandre, c'est pas Guyane Rassemblement. Oui. C'est 80% de l'électorat. Pareil en Martinique. On peut pas soupçonner M. Letchimy d'être inféodé à qui que ce soit. C'était que la méthode, d'abord, fusion, conseil général, conseil régional, c'est la CTG. Et aujourd'hui, le statut particulier, le fameux sui generis, qui est inscrit dans la Constitution. Donc ça fera partie de vos combats, de vos priorités. Mais évidemment, mais c'est pas que de la parole. Oui. Je le disais, le premier congrès qui a eu lieu pour cette évolution statutaire sui generis, avec l'inscription d'un article dans la Constitution, nous étions en responsabilité à la CTG. On n'était pas dans l'opposition. Oui. Nous étions, Rodolphe Alexandre était président, j'étais conseiller, je m'occupais de cette évolution statutaire. On était unanime pour dire qu'il fallait une évolution statutaire vers plus d'autonomie. Et plus personne n'a parlé de 74 d'ailleurs. Donc où est la perte de temps? Les gens, en fait, ils font des raccourcis pour finalement laisser à penser à la population qu'il y en a qui sont pour l'évolution et d'autres qui le sont faussement. On a fait ça étape par étape. Ouais. Et d'ailleurs, excusez-moi, on est en 2024. On est aujourd'hui dans l'opposition à la CTG. Le dossier n'a pas beaucoup avancé en 2 ans. Et qui sont les députés? Qui est le député de la première circonscription? C'est M. Castor. Et pourquoi ça n'a pas avancé d'après vous? Parce que la défiance que l'État a vis-à-vis de quelqu'un qui considère que l'autonomie, c'est pas l'objectif à atteindre, qui est le mien, c'est l'autonomie, mais une étape vers l'indépendance, il s'en méfie. Il faut pas être, il faut aller au-delà de la surface pour comprendre les choses. M. Castor a toujours assumé le fait que le chemin ultime, c'était l'indépendance. Alors là, il est dans l'autonomie parce que c'est l'actualité, mais mettez-vous à la place du gouvernement. Votre interlocuteur sur ce dossier-là, c'est quelqu'un qui a toujours prôné l'indépendance. Eh bien, moi, je ne suis pas dans les secrets de tout cela, mais on peut se poser la question de savoir si ce positionnement-là n'est pas de nature à freiner le processus institutionnel. Voilà, moi j'en suis convaincu. Il faut qu'il y ait un interlocuteur qui soit quelqu'un qui n'est pas suspect de vouloir quelque chose qui va au-delà de l'unanimité des élus de Guyane, parce que, sauf à me tromper, si vous faites demain un référendum local pour savoir si vous voulez que la Guyane soit indépendante, je suis certain que cette position sera minoritaire. Bon, donc moi, je veux être dans la majorité de mes compatriotes. Pour terminer, il nous reste très peu de temps. C'est quand même une élection nationale, avec des enjeux nationaux. On voit ce qui se passe au niveau de l'Hexagone en ce moment même, au second tour, avec des désistements, des accords, des alliances particulières, des divergences très fortes selon les groupes politiques. Vous avez annoncé justement que si vous êtes élu, vous feriez partie du groupe Lyot. Si vous êtes élu, comment vous imaginez dans cette cacophonie finalement? Parce qu'on va vers un parlement avec une majorité sans doute RN a priori, ou alors une majorité donc pas forcément absolue en tout cas. Bon, écoutez, moi je ne suis pas, moi je regarde comme vous les informations et les projections. Pour l'instant, il semblerait que le Rassemblement national soit en tête et qu'ensuite le Front populaire soit second. Je vais pas dire que ça m'importe peu. Il est quand même, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse, Monsieur Castor, qui est du MDES, qui est indépendantiste, se retrouve être finalement un pion sur un échiquier national. On voit dans la candidature du Front populaire du candidat guyanais de la première circonscription un élément qui pourrait changer la politique au niveau national. Je trouve que ça assez singulier quand même. Moi, au contraire, je veux que ma candidature ne s'inscrive pas comme un pion sur l'échiquier national, parce que je voudrais que la Guyane soit indépendante pour défendre, dans ses positionnements politiques, soit parfaitement autonome pour défendre les singularités de la Guyane. C'est pour ça que je choisirais un groupe. Mais la tâche s'annonce compliquée finalement. La tâche pourquoi? Compte tenu justement de... Non mais les groupes dits minoritaires, les groupes, vous pensez que M. Castor irait au Rassemblement national s'il était majoritaire? Non. On n'a pas forcément d'être dans la majorité pour pouvoir travailler. L'histoire l'a démontré dans plusieurs reprises. C'est sûr que c'est plus facile, mais si aucune des majorités ne vous convient, vous devez composer. Mais de toutes les façons, indépendamment des questions de majorité, c'est justement là la grande différence qu'il y a. C'est que moi, je voudrais avoir un groupe indépendant
qui puisse avoir comme marge de manœuvre à l'intérieur de celui-ci, de pouvoir défendre les positions guyanaises sans être soumis justement à des consignes de vote. Quand vous appartenez à un groupe, eh bien vous devez suivre la ligne politique. Monsieur Castor est soutenu par le Nouveau Front Populaire. On va en discuter lors du débat. Il y a des mesures que propose le Nouveau Front Populaire qui seraient catastrophiques pour la Guyane, pour son économie. Et je vais rentrer dans le détail de tout cela, pour que les gens aillent au-delà de la surface, de ce que ça veut dire que de s'apparenter à un groupe politique qui a, sur l'économie guyanaise, qui pourrait avoir des conséquences catastrophiques, je le dis. Voilà. Très bien. Vous aurez justement l'occasion de développer donc cet argumentaire donc un peu plus tard, dans le débat de la première circonscription pour ce second tour avec Gilles Vernet tout à l'heure. C'est à 11h30. Alors, y a-t-il un rendez-vous peut-être dans les prochains jours, une réunion publique, dites-nous. Nous sommes sur le terrain, c'est important, on a très peu de jours. Du porte-à-porte. Oui, voilà, du porte-à-porte, des conférences de quartier, vous savez, il y a les voitures sonorisées, ça fait partie de la tradition guyanaise. Électorale, Beaucoup disent que c'est quelque chose qui ne devrait plus avoir lieu, mais les gens aiment ça, ils aiment ça, hein, et au contraire, ils écoutent, ils viennent, ils sortent de chez eux. C'est toujours, moi je dis toujours, une campagne, c'est bien de la gagner, hein. J'en ai gagné quelques-unes, j'en ai perdu également. C'est quand même un moment qui est chaleureux, parce que et qui parfois est tendu, hein, on apporte la contradiction, mais au moins on est au contact direct à la fois des réalités, mais surtout du discours que les gens peuvent avoir et du regard qu'ils ont sur la politique. Et moi, je me suis toujours vraiment enrichi émotionnellement, intellectuellement dans les campagnes. Très bien. Merci Boris Chongsit d'avoir répondu à nos questions. Très belle journée. Merci.